Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Elle est finie cette semaine, là, en tout cas pour les vraies voix. C'est la dernière aujourd'hui de la semaine. Avec le micro, c'est mieux. Le micro, c'est mieux. Oui. Ça fonctionne mieux. Je me belligérise. Voilà. Absolument, j'ai enfin de l'influence. Alors, en tout cas, vous souhaite la bienvenue. C'est vendredi, on ne sait pas où vous êtes, si vous êtes déjà sur la route ou encore au bureau ou déjà à la maison. En tout cas, merci de nous écouter. De votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous savez que vous pouvez nous regarder sur la chaîne YouTube. On vous fait des coucous. Salut, bonsoir. On est ravis de vous rencontrer. En tout cas, cher Philippe David, pas mal de choses pour cette émission avec de bons éditorialistes aujourd'hui qui vont nous donner des bonnes infos. Allez, le sommaire de cette émission. On va revenir sur l'union des droites peut-elle se faire par la jeunesse. La une de l'Incorrect réunit les responsables jeunesse de Reconquête, du Rassemblement National et des Républicains pour un entretien croisé qui a suscité un vent d'indignation chez certains à droite. Un événement qui relance le débat de l'union des droites, Philippe. Oui, Cécile, du côté de Reconquête, Éric Zemmour jubile sur la toile avec un tweet, je cite, « Le dialogue entre les jeunes de droite est la première étape avant l'union des droites ». Alors le chef des jeunes républicains qui milite pour une ligne indépendante DLR s'est attiré les foudres de certains. On pense à Xavier Bertrand qui a appelé ce matin, je cite, à arrêter les conneries. Alors pour vous, est-ce que la jeunesse est capable d'unir les droites ou alors est-ce que c'est la bonne vieille chimère de l'union des droites dont on parle depuis 20 ans, 30 ans et qui, comme l'Arlésienne, n'apparaîtra jamais? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et donc à la question, l'union des droites peut-elle se faire par la jeunesse? En tout cas sur Twitter, sur notre compte, vous dites oui à 70%. Et puis le sujet à 18h30, Emmanuel Macron est-il le président le plus détesté de la Ve République? C'est le coup de projecteur. Emmanuel Macron en recul dans les sondages, fait face à une hostilité montante en France avec la réforme des retraites qu'à l'étranger, en visite d'État en Afrique, en République démocratique du Congo, en marche. Les leaders d'opinion se sont levés au cri de Macron dégage, Philippe. Oui, Cécile, Macron dégage qui était le hashtag le plus lu de la francophonie la nuit dernière et jusque tôt ce matin. Alors après la politique du en même temps, on est dans la politique du tout en même temps du président qui ne semble pas convaincre. Entre le tacle asséné par Mohamed VI hier soir suite aux propos sur la relation franco-marocaine d'Emmanuel Macron et la réforme des retraites qui ne va pas améliorer la cote de popularité du président, est-ce que pour vous, Emmanuel Macron est le président le plus détesté de la Ve République ou non? Hollande ou Sarkozy l'était plus? On attend votre avis au 0826 300 300. On en parlera bien sûr avec Frédéric Dabi. En attendant, notre sondage du jour, Emmanuel Macron est-il le président le plus détesté de la Ve République? C'est sans appel. C'est oui à 97%. Continuez de nous appeler 0826 300 300. Bienvenue, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et pour parler de tout ça, donner son avis, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Pour ceux qui me posent toujours la question, cher Philippe, on me demande toujours ce qu'est l'Institut de la Parole. Racontez-nous rapidement. D'abord, ça exige que les gens soient conscients du fait que leur parole peut être imparfaite. Les politiques comme les autres. Et deuxièmement, c'est une formation, pardon de le dire, très originale, puisqu'elle consiste à apprendre à parler en même temps qu'on élabore sa pensée. On n'a à s'encombrer que de soi-même. C'est tout. C'est ça. On structure tout dans sa tête et on se débrouille. On peut s'inscrire où, Philippe? Ouais, là, ce soir. directement. C'est bon, je suis candidat. C'est nous qui prenons les réservations. Et François Pupponi est avec nous, ancien député, ancien maire de Sarcelles. Bonsoir. Ça va, François? Bonsoir. Montez bien le micro, sinon on ne vous entend pas, François. Sinon on entendra votre cœur battre. Voilà. C'est comme à l'Assemblée. Et visiblement, exactement. Et quand vous n'êtes pas content, vous le baissez comme ça. Oui, vous faites comme à l'Assemblée. Mais vous ne mettez pas de baffe, par contre, contrairement à l'Assemblée. Et on boit moins qu'à l'Assemblée. Bon, oui. Non, c'est vrai. Frédéric, merde, je vais pas arriver à le dire. Frédéric Dabi est avec nous, directeur du pôle opinion chez l'IFOP. Bonsoir. Bonjour Cécile, bonsoir Comment Philippe, ça va, bonsoir. Frédéric? Ça va très bien, merci. Vous êtes toujours. Il est toujours souriant, Frédéric Dabi. On essaie, surtout quand je viens ici. Parce que c'est toujours une très bonne ambiance et on peut discuter. Choupinou. C'est gentil, n'en faites pas trop. Et avec notre vraie voix auditeur, Marvin est avec nous. Bonsoir Marvin. Ah, c'est Karine. C'est Karine, pardon, j'avais un Marvin derrière, mais c'est Karine. Karine, bonsoir. Bonsoir Karine. Oui, bienvenue. Bonsoir à toute l'équipe. Et Karine qui nous appelle de Bordeaux. Oui, de Bordeaux. Vous faites quoi dans la vie, Karine? Je travaille dans le social.
D'accord, très bien. Donc Karine, vous allez être notre vraie voix. Vous allez pouvoir jouer contre Philippe Bilger ou contre François Pupponi ou contre Frédéric Dabi à notre quiz du jour. Et bien entendu, vous pourrez commenter l'actu avec nous en attendant la chanson du jour. Ah, ça réveille, hein, dis donc, Ça réveille. Oui. Si vous étiez en train de faire une sieste, c'est bon. Bah, la sieste à 17h, c'est Et un peu tard. pourquoi cette chanson? Ah ben je ne sais pas là D'accord, justement. ok, très Je bien. pas dit. Non, on vous a pas dit. On m'a pas dit. Eh ben c'est piocher au hasard, c'est comme ça. Allez, c'est cadeau, c'est bonheur, c'est pour nous, c'est vous mettre la pêche. Vous qui êtes déjà en voiture, peut-être sur la route du week-end. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et un réquisitoire, on peut dire, qui va envoyer le bois, puisque vous voulez requérir contre la contagion criminelle. Par mimétisme, certains s'inspirent du pire. Par exemple, les bébés congelés ou les fausses accusations de pédopornographie contre Pierre Palmade. En effet, Philippe, Cécile, j'ai pensé à ça puisqu'on a découvert, au plus grand bénéfice de Pierre Palmade, dont le bateau est déjà suffisamment chargé, que en réalité on n'avait rien trouvé dans l'ensemble des fichiers concernant une pédocriminalité. Alors, c'est quelque chose que j'ai remarqué à l'époque où j'étais avocat général, et depuis, il y a parfois dans l'opinion publique, lorsqu'une série de transgressions criminelles, souvent, est opérée, il y a quelque chose qui agit sur les esprits et les personnalités faibles, qui éprouvent bizarrement le sentiment de faire la même chose, c'est-à-dire d'imiter le pire. Il y a eu les bébés congelés. Vous êtes trop jeune, mais je me souviens d'une autre époque où on jetait les gens sur la rame de métro. Oui, c'est vrai. Un avait commencé, les autres ont suivi. Et pédocriminalité, je fais allusion au même processus parce que ce sont des gens qui ont entendu Pierre Palmade vitupérer de manière légitimes pour l'essentiel, mais qui ont éprouvé le besoin d'en rajouter parce que l'atmosphère autour de lui suscitait une aura un peu délétère. Et je pense que ça s'explique aussi par une sorte de malfaisance qui a besoin d'exister de cette manière. Ou besoin de noirceur, Oui, moi, peut-être. ce que j'apprécie vraiment quand je viens ici, c'est que j'ai ma casquette de sondeur, mais j'ai aussi ma casquette citoyenne. Et à titre personnel, je suis profondément choqué par le traitement médiatique de l'affaire Pierre Palmade. On nous a fait pendant 3 semaines, surtout sur une chaîne d'information, BFM, Pierre Palmade et la pédopornographie. Finalement, il n'y a rien dans le dossier. Mais le mal est fait. Tout ça pour ça. Et moi, je parle à Philippe et à vous tous. Cette affaire, elle n'a rien à voir avec l'affaire que je vais évoquer, mais elle me fait penser furieusement. J'étais très petit à l'époque, c'est l'affaire Bruet en Artois, où un notaire, ou un huissier, un notaire a été jeté en pâture. Alors, il n'y avait pas les chaînes info, pas les réseaux sociaux, mais cette même logique de... Parce que c'est un riche. Je rappelle que c'est comme histoire, c'était l'assassinat d'une jeune fille qui s'appelle Brigitte de Wèvre. Exactement. Et qui avait 16 ans et qui avait été assassinée. Et c'était sûrement le bourgeois, l'homme riche, le notaire, et finalement il n'y avait rien dans le dossier. Alors son nom a été quand même préservé, mais ce côté livré aux chiens, pour citer qui vous savez, un homme qui a déjà, comme vous dites, suffisamment de charges contre lui, qui a commis sans doute un acte très répréhensible. Est-ce que c'était la peine? Et est-ce que quand je vois des sujets, et là je fais référence à ma cassette de sondeur et à notre baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio sur les conversations des Français, des sujets qui intéressent, qui inquiètent des Français, qui ne sont pas assez traités, la sécheresse, tout ce qui se passe à l'international, est-ce que ça valait la peine de consacrer tant d'heures à une affaire aussi sordide? Tant de jours. Oui, juste, tant de jours. Moi, je partage ce qui a été dit, mais peut-être un peu titiller Philippe. S'il y a eu alors, il y a l'accident, il y a la consommation de drogue. L'affaire sur la consommation de drogue, on n'en parle plus. Ouais. Les 2 individus qui étaient à bord, suspectés d'être des dealers, ils avaient été condamnés 15 jours plus tôt. Libérés, témoins assistés, ils rentrent à la maison, ils font ce qu'ils ont à faire, on les laisse tranquilles. Bon. C'est vrai qu'il y avait non-assistance à personne en danger. C'est partout aussi. Et sur la pédopornographie, je m'excuse, bien sûr qu'il y a un emballement médiatique, mais il vient d'où le médiatique?
c'est parce que il y a plus de secret de l'instruction. Bien sûr. Quelqu'un a été parlé, ça s'est su tout de suite. Alors qui a parlé? On ne sait jamais si c'est le procureur, les avocats, je vois pas trop parce qu'il n'y en avait pas, les policiers, on sait pas, donc on sait jamais. Et c'est ça qui emballe l'affaire. Ou même le porteur de téléphone aussi, c'est peut-être lui qui a parlé aussi. Ouais. Certains disent même que certains témoins ont essayé de monnayer leurs témoignages. Enfin, donc c'est le plus glauque du glauque. Et on arrive effectivement à un emballement médiatique qui à la fin finit, alors on verra bien, mais a priori finit sur rien, puisqu'il ne serait lui pas concerné. Donc ce qui est le plus choquant, c'est ça, c'est qu'à la fois, c'est qu'il y a des gens qui utilisent l'émotion populaire et qui lancent des infos, qui donnent le sentiment qu'eux, pour finir. Et je ne sais pas comment tout ça finira, mais je suis convaincu que ça finira pas forcément bien. Sans compter la perversion, pardon Cécile, la perversion, c'est ces gens, vous le dites très bien François, qui sont attirés par l'effervescence médiatique et au lieu d'être détournés de mensonges, viennent en rajouter. Et Frédéric, à l'époque évidemment, le roi, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais il y avait Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre. Oui. Et puis il y avait une presse qui était vendue, François vendait à des engages. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, François Pupponi, ce dont on parlait avec Françoise de Goa hier, sans compter ceux qui viennent chercher la notoriété en faisant des témoignages. Bien sûr, quand même juste odieux. Celui qui a dit j'étais dans la voiture. Oui, non mais c'est... Et c'était pas vrai? Et c'était pas vrai. J'ai pas su. Mais à titre personnel, j'ai... Il avait fait un pari en disant, il a été dire c'est moi qui étais dans la voiture. Puis ils ont prouvé tout de suite qu'il n'était pas du tout dans la voiture. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour ce sujet, Philippe. Dans un instant, le grand débat du jour, on va revenir sur l'union des droites. Peut-elle encore se faire, et par la voix de la jeunesse, en tout cas des partis politiques? Vous nous appelez 0826 300 300, et puis juste avant les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Et puis vous, au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. On est de retour dans les vraies voix. Nous parlions de gagner au loto. À l'euro-million. À l'euro-million. Vous jouez, vous, à l'euro-million? Appelez-nous au 0826 300 300. Jouez à notre place. Si vous gagnez, on partage. Hein, c'est ça, Philippe? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est une bonne chose. Philippe Bilger est avec nous. François Pupponi 99% est avec nous. Et Frédéric Dabi est avec nous. Et dans un instant, le grand débat du jour, on va revenir sur cette union des droites, possible ou pas, par la voix de la jeunesse. Vous nous dites oui, non, vous nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Bonsoir, Mathieu. Félix. Bonsoir tout le monde. Et ces 3 mots dans l'actu sont surcote, chèvre et chasseur. La surcote proposée par le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, pour la retraite des mères de famille, ou comment voter la réforme tout en faisant entendre sa petite musique. Et puis quand le maire d'une commune décide de faire abattre un troupeau de chèvres sauvages par les chasseurs à cause des dégâts dans le cimetière, il est convoqué par la justice, direction Lorette, près de Saint-Étienne, dans un instant. Les vraies voix Sud Radio. Ils n'ont finalement pas attendu. Mardi prochain, le 7 mars, la grève reconductible dans l'énergie a débuté dès cet après-midi. Baisse de production d'électricité dans plusieurs centrales nucléaires. Compte tenu du débat qui s'ouvre au Sénat sur l'article 1 concernant la suppression des régimes spéciaux de retraite, a annoncé la CGT. Pendant ce temps, justement, au Sénat, le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, joue à l'équilibriste. Voter la réforme peut-être, mais quand même faire entendre sa petite musique. Nous ne voulons pas que cette réforme se fasse sur le dos des femmes, des mères de famille qui ont eu des enfants et qui ont travaillé et qui ont eu des carrières complètes, qui n'ont pas souvent eu d'ailleurs le loisir de s'arrêter longtemps, qui ont dû bosser, parfois parce qu'elles élevaient seules des enfants, parfois parce que leur mari avait de petits salaires et qu'il fallait aussi payer les traites de la famille. Eh bien oui, nous proposerons avec courage et avec fierté pour ces mères de famille une surcote. On leur doit bien, mes chers amis. On leur doit bien. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, alors que des baisses de production sont annoncées dans plusieurs centrales nucléaires dès cet après-midi, comme Flamanville dans la Manche, Paluel en Seine-Maritime et Saint-Alban en Isère. Commentaire, Philippe Bilger. On se demande si la droite sait encore où elle habite dans le débat sur les retraites. Ah ben bien sûr, mon cher Philippe, je sais que vous voudriez que la droite soit sans domicile fixe. Non, mais je fais une remarque. Elle existe toujours, et contrairement à ce que disait notre amie Françoise de Goa, mais je ne la prends pas en traîtresse, et je suis curieux d'avoir votre avis, le débat au Sénat sera serein, utile, fructueux. Je ne le trouve pas totalement inutile dans l'espace démocratique. Ça n'est pas parce qu'il va être plus calme qu'il est moins intéressant. Il sera plus audible, peut-être. Au contraire, Philippe,
les Français ont été très choqués de la zadisation de l'Assemblée, du bruit, de la fureur, du tumulte et du fracas. Ils attendaient un débat serein qui se cristallisait sur le passage 62-64 ans. Ils ont eu ni l'un ni l'autre. Ouais. La droite au Sénat va poser ses marqueurs. Faire voter 3-4 amendements majeurs. La fameuse théorie du grand-père, la clause du grand-père. Ouais. On va supprimer les régimes spéciaux dès maintenant, les femmes et les carrières longues. Ça sera marqué. Ça va coûter de l'argent. Parce que si on additionne tout ça, bon. Et ça va obliger le gouvernement à se positionner. Le gouvernement sera obligé de dire oui, non, s'il veut que le texte passe en commission mixte paritaire. Sauf qu'il peut y avoir, parce que la gauche va faire moins de bruit qu'à l'Assemblée, mais avec le nombre d'amendements déposés, on a un doute sur la capacité du Sénat d'aller au bout du texte. Et pour la première fois, on risque d'avoir un texte qui n'est voté ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale. Ça serait compliqué. C'est déjà jamais arrivé. Donc il y a un problème constitutionnel, juridique aussi, de voir est-ce qu'une commission mixte paritaire peut se réunir sur un texte qui n'a pas été voté. Enfin bon, voilà. Mais ils vont faire leur job. Et ils vont obliger le gouvernement à sortir du bois. Et donc, s'ils veulent à la fin qu'il y ait un vote, il faudra bien tomber sous les marqueurs de la droite. Allez, on poursuit avec cette étonnante histoire à Lorette. C'est ça qui Dans la région de Saint-Étienne, un maire convoqué par la justice pour avoir fait abattre un troupeau de chèvres. Des chèvres présentées comme étant sauvages et qui traînaient dans les bois près du cimetière de Lorette. 4800 habitants dans la Loire. Le problème, c'est qu'elles allaient aussi sur les tombes pour manger les fleurs, les plantes d'ornement, tout en laissant des crottes un peu partout. Alors quand le maire a décidé de faire abattre ces 11 chèvres, des associations de défense des animaux sont venues manifester devant la mairie. Justice pour les biquettes, pouvait-on lire sur les panneaux. Et elles ont eu gain de cause. Le maire sera jugé le 20 juin prochain, mais aussi le président de la société de chasse de Lorette qui a procédé à cet abattage. Justement, nous sommes en ligne avec lui. Bonsoir Marvin Caramont. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous donner votre version de l'histoire sur Sud Radio. Et bonsoir Victoria Decousu, présidente de l'association Le Cercle de Pan, Protection Animaux et Nature. Bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui manifestiez contre cette décision du maire. Victoria Decousu, pour vous, c'était vraiment pas une décision légitime d'abattre ces chèvres ? Exactement. On est censé protéger et respecter tout être vivant. Les animaux tiennent à leur vie. Ces chèvres n'étaient un danger pour personne. Et donc, les chasseurs et monsieur le maire se sont fait un malin plaisir à abattre ces animaux à bout portant de plus. Donc voilà, c'est une véritable honte et il faut qu'il y ait une sanction à la hauteur. C'est-à-dire que pour vous, juridiquement parlant, ça n'avait pas un statut d'animal sauvage qui permettait à des chasseurs de leur tirer dessus, c'est ça ? Exactement. Il y avait certaines chèvres qui étaient notamment baguées et on connaît d'ailleurs le propriétaire des chèvres. Bon, alors, Marvin Caramont, est-ce que vous comprenez cette convocation par la justice qui parle, je cite, d'abattage dans des conditions illicites sans précaution pour éviter aux animaux de souffrir ? Non, clairement pas du tout. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends pas pourquoi on est convoqué nous en justice alors qu'on a fait ça sous les ordres de Monsieur Tardy. On avait un arrêté municipal. Oui. Ouais, Monsieur le maire, c'est ça. On avait un arrêté municipal, donc après voilà, nous on a fait ce qu'on nous a demandé. C'est bien de dire que il n'y a pas eu d'accident aujourd'hui, enfin jusqu'en 2022, décembre. Mais si ces chèvres ont traversé l'autoroute ou la route et ça aurait pu causer des plus grosses dégâts que simplement des fleurs sur des tombes. Mais après, c'est vrai que voilà, ces chèvres, ça fait un beau moment qu'elles sont sur la commune de Lorette et il y a pas mal d'habitants qui se plaignaient. Le maire a fait ce qu'il fallait pour contacter des associations. Il a échangé des mails, des courriers, tout ça. Personne a fait ce qu'il fallait. Oui. Voilà. Mais on pouvait pas les capturer. Alors c'est ce qui devait se passer. Sauf qu'en fait, ils nous ont simplement, les associations nous ont appelés nous pour les aider en fait, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était impossible de les attraper. C'est la et loi. d'ailleurs, Madame Descousus a dû participer à cette course contre les chèvres, on va dire. Et ils se sont rendus compte que c'était impossible parce que c'est un milieu escarpé et avec des rochers, c'est assez dangereux. Donc voilà. Et après ils m'ont demandé d'utiliser des fusils hypodermes en fait pour les endormir. Mais ceci c'est qu'il fallait être
je pense qu'il faut suivre une formation pour interdire avec des fusils hypodermes, mais voilà, il faut en avoir à sa possession, avoir des vétérinaires, tout ça. François Pupponi, qui a été maire, veut réagir. Oui, moi je suis très très étonné que l'association porte plainte, no comment, j'en dirai un mot après, mais que le maire et l'association les chasseurs soient convoqués à la justice, je suis très étonné, parce que la loi elle est limpide sur ce sujet-là. Surtout que c'était des animaux. Je finis, monsieur. Je finis, monsieur. Juste, on parle d'animaux en divagation. C'est ça. Et en matière d'animaux en divagation, pas forcément les animaux sauvages, c'est souvent des vaches, des cochons. C'est le maire qui a la responsabilité légale de traiter le problème. Il doit faire deux choses. D'abord, ouvrir une fourrière où on peut éventuellement mettre les animaux lorsqu'on les attrape. Essayer de les attraper, et s'il ne les attrape pas, il donne à la préfecture une liste de gens qui sont habilités, les ouvetiers, comme on appelle ça, qui sont habilités à tuer les animaux. Donc le maire, il a appliqué la loi. Ouais, et souvent, enfin moi je connais bien le sujet en Corse avec les vaches en divagation, il y en a presque 40 000, dangereuses. Et le problème qu'il y a, c'est que quand vous retournez vers la préfecture, le préfet dit « Ah, c'est pas moi, c'est le maire », et bien le maire, à un moment, il applique la loi. Alors, et là, tel que le monsieur l'explique, alors qu'après les associations ne soient pas contentes, c'est leur problème. C'est normal, je les comprends tout à fait. Non mais je comprends, oui et non. Parce que quand la dame dit que c'est pas dangereux, je peux vous dire qu'un animal qui traverse d'une manière tempestive et qui provoque un accident, et s'il y a un mort, qui est responsable? On va lui redonner la parole à Victoria de Cousu. Non, mais moi, ça me fait bien rire. Je suis déjà allée à Lorette. Je vais expliquer pourquoi après, j'ai pas envie de rire. Non, tout vous fait rire, madame, de son décousu. Donc, c'est à moi de parler. Vous m'écoutez, merci. Les chèvres, elles étaient dans le cimetière de Lorette. Il y a un muret qui avait dû être reconstruit par la mairie de Lorette. Des travaux auraient pu être construits. Le muret. Merci de me laisser finir. Donc, le maire n'a dépensé aucun centime pour refaire ce mur. Donc, c'est-à-dire, si j'écoute bien ces messieurs, à chaque fois qu'il y a un chat ou un chien en divagation, pour peine qu'il aille sur l'autoroute causer un accident, il faudrait abattre tous les animaux. Mais madame, c'est la loi. Madame, si je peux me permettre. Non. Madame, si je peux me permettre. Vous m'avez pas laissé finir. On va pas clôturer, madame. C'est un cimetière, c'est pas une prison. C'est une cimetière, c'est pas une prison. Marvin, vous me laissez finir, d'accord? Où sont passés les chèvres? Oh, c'est les chasseurs qui les ont mangés, donc ça vous a bien arrangé dans l'histoire. Mais qui vous a dit ça? De dire des prétextes sous prétexte. Alors, attendez, on va pas. Vous mélangez tout, madame. Vous mélangez tout. Déjà, vous ne respectez pas et mon temps de parole et les animaux. Madame, si je peux me permettre, ce que j'ai rappelé, j'ai été parlementaire 15 ans, c'est l'application de la loi. Non, la préfecture n'avait pas de son autorisation. C'est l'article du code, y compris de l'agriculture et de la chasse, qui dit que lorsqu'il y a des animaux en divagation sur un territoire communal, c'est le maire qui doit essayer de les attraper, les mettre en fourrière. Il n'a pas essayé de les attraper. Il a pris la décision de les tuer. Je connais la loi, merci. Monsieur le maire qui va essayer de les attraper. Vous comprenez bien, c'est les associations qui devaient se réveiller. On n'a jamais été. Sauf que vous sautez sur l'occasion. On n'a jamais été sollicité. Vous sautez sur l'occasion pour en faire tout un pataquès. Alors attendez, s'il vous plaît. Victoria, pardon, je vous appelle par vos prénoms, et Marvin, malheureusement, on peut pas en faire un débat. On vous mettra pas d'accord. On a eu le temps de parole. Si vous voulez qu'on vous redonne un temps de parole, on va vous réinviter pour en parler, bien entendu. Merci beaucoup, en tout cas, Victoria de Cousu, d'avoir été avec nous, président de l'association Le Cercle de Pan, protection des animaux et de la nature. Merci beaucoup, Marvin Chiaramonte, président de l'association de chasse de Lorette. Absolument, de nous avoir donné votre avis. Merci beaucoup, François Pupponi, pour ces informations. C'est un vrai sujet, effectivement. On reste ensemble et on continue. Dans un instant, on va revenir sur ce sujet, sur cette union des droites. Est-ce qu'elle est possible, selon vous, par la jeunesse? Vous nous dites oui, non, 0826 300 300. Vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. De nous écouter tous les jours, merci d'être là et merci de nous appeler 0826 300 300. C'est les vraies voix sur Sud Radio, en direct bien entendu, jusqu'à 19h avec Philippe Bilger qui était avec nous. Ça va Philippe? Très très bien. Vous allez faire quoi ce week-end Philippe? Qu'est-ce que je vais faire? Faites-nous rêver. Écouter, lire, faire des dîners, manger. La vie quoi. Penser au lundi. Voilà. C'est ça. François Pupponi est avec nous. Ça va François? Et ce week-end vous allez faire quoi? Faites-nous rêver aussi. Le club de rugby de Sarcelles qui joue en fédéral 2. Quand ils jouent à des domiciles, je vais les voir. Et on croise les doigts. Et Frédéric Dabi va faire quoi? Un mix entre les deux? Il va un petit peu travailler, mais il va surtout fêter l'anniversaire de sa maman dimanche. Bon anniversaire à madame. Non, mais pas l'avance. Oui, mais elle est du dimanche, on ne pourra pas lui souhaiter. Elle est du 6 mars en plus, donc on va le fêter un peu en avance. On va le faire. 82.
Bah voilà, il manque une jeunesse encore. Exactement. Allez, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La une du magazine L'Incorrect qui fait beaucoup jaser. Le magazine L'Incorrect a réuni les chefs des organisations jeunesse de 3 partis de droite. Sous le titre « Les jeunes coupent le cordon » et on voit 3 jeunes gens, visiblement copains, qui se marrent. Stanislas Rigaud pour les jeunes de Reconquête, Pierre Romain-Thionnet pour le RN Jeunesse et Guilhem Carayon pour les jeunes d'LR. Et le message est clair, c'est que chez les jeunes, l'union des droites a déjà eu lieu. Cette jeunesse décomplexée se fréquente, se parle. Les jeunes coupent le cordon. Union des droites versus logique chiracienne de cordon sanitaire anti-FN. De faire RN égale la droite, non, c'est ça, c'est absolument pervers et morbide. Quand bien même il peut y avoir des points communs, c'est 2 familles politiques complètement différentes. On ne défend pas les mêmes valeurs et je pense que c'est important que les choses soient claires pour les jeunes. Et cette union des droites peut-elle se faire par la jeunesse? Sur notre compte Twitter, pour ceux qui votent, vous dites oui à 72%. C'est la une de l'Incorrect qui fait débat chez les LR. Les responsables jeunesse de Reconquête, du Rassemblement National et des Républicains se sont donc réunis pour un entretien croisé qui a suscité un vent d'indignation chez certaines de la droite et puis un événement qui relance forcément ce débat sur l'union des droites, Philippe. Oui, Cécile, Reconquête avec Éric Zemmour jubile puisqu'il a tweeté le dialogue entre les jeunes de droite est la première étape avant l'union des droites. Chez les Républicains, c'est beaucoup plus mitigé. Certains demandent des sanctions contre Guilhem Carayon à Éric Ciotti et Xavier Bertrand a appelé ce matin, je le cite, à arrêter les conneries. Est-ce que pour vous, l'union des droites, ça peut se faire ou ça n'existera jamais? On vous attend au 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité est avec nous. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes politologue, auteur du livre « La guerre à droite aura bien lieu », le mouvement d'Extrogir, publié chez Desclés de Brouwer. Bienvenue en tout cas, Philippe Bilger. Cette union des droites, on en parle, c'est un serpent de mer. Alors, là-dessus, je partage absolument l'avis de Guilhem Carayon qui a dit on a le droit de discuter avec ses opposants, même si... c'est le président de la jeunesse LR. Absolument, oui. Même si je maintiens mon indépendance politique. Alors, Éric Zemmour dit que c'est le premier pas vers l'union des droites. En ce qui me concerne, je ne le crois pas. Le dialogue n'induit pas forcément un désir d'union des droites. D'autant plus que je crois que cette union, si un jour elle se réalise, certains la souhaitent, ça n'est pas demain la veille. Parce que, très rapidement, il manque à droite un Mitterrand. Deuxième élément, même s'il y a des points communs sur le plan régalien, pour aller vite, entre la droite et le Rassemblement National principalement et Éric Zemmour, le reste est totalement en contraste. Et donc je ne crois pas Et puis bien sûr, les alliances qui font sur le terrain dans les élections intermédiaires ne sont pas significatives du désir de rapprochement des instances nationales. Marine Le Pen n'en veut pas, les Républicains n'en veulent pas. Donc je crois que c'est à nouveau une tempête dans un verre d'eau. François Pupponi. Moi, je pense qu'au contraire, elle va se faire. Moi, j'ai commencé à vivre ça à l'Assemblée nationale. On a vu les jeunes générations ne plus avoir aucun problème à se parler. À discuter, à imaginer des solutions. Et la jeune génération des droites ou de l'extrême droite se disent, si on veut un jour prendre le pouvoir, il faut qu'on soit ensemble. Qui aurait pu imaginer, il y a encore quelques mois, que l'union des gauches se ferait entre le Parti socialiste et Mélenchon? Donc, il y a un moment où, devant le principe de réalité de garder son poste, parfois, de pouvoir gagner des élections, de gagner des élections, eh ben, on fait tomber tout. Je répète, tous les anciens éléphants du PS, quand ils ont vu Olivier Faure aller avec Jean-Luc Mélenchon, ont dit c'est impossible. Voilà. Rappelez-vous Manuel Valls qui disait les gauches irréconciliables. 2 ans après, c'était balayé. Donc je pense que la nouvelle génération, si elle veut gagner un jour, sera capable au 2e tour de s'allier. Et pourtant, Frédéric Dabi, on dit finalement la droite, c'est Macron. Je dirais que la droite, pour paraphraser Alfred Jarry dans Uburois, la droite, la Pologne, ça se passe en Pologne, ça se passe nulle part. Ça se passe à droite, ça se passe partout et nulle part. Moi, je suis frappé par votre question. C'est pas la jeunesse qui fera une union des droites. Attention, c'est la jeunesse militante. Moi, je suis frappé par la faiblesse des forces de droite au sein de la jeunesse réelle, celle qui vote. Si je prends notre sondage jour du vote du 10 avril, il faut faire du sel pour TF1 Match. C'était le premier tour. Et Sud Radio, le premier tour, on a Zemmour qui fait que 5% chez les primo-votants, Valérie Pécresse 1%,
Ça doit rendre M. Guillaume Carillon un peu modeste. En revanche, Marine Le Pen 18, mais elle est devancée, voire écrasée, et par Jean-Luc Mélenchon, et par Emmanuel Macron. C'est justement du côté de la jeunesse qu'il n'y a pas de force vive à droite. C'est une jeunesse militante qui peut faire avancer les choses, j'en conviens. Je partage ce que dit Philippe. Il y a quand même, et je vais faire un mix des deux, parce que c'est vrai qu'il y a des différences fondamentales. Sur l'Europe, je vois pas où est l'union des droites. Même sur l'immigration, où souvent les électorats sont en fission, il y a des différences. Le régalien également. Mais c'est vrai, ce principe de réalité, cette petite musique, puisque cette gauche, ces gauches si irréconciliables, ont fait l'alliance, il y a quand même beaucoup d'électeurs de gauche qui ne sont pas NUPES, et j'ai envie de dire, après le cirque de l'Assemblée, de plus en plus, je vous renvoie sur notre balise de ce matin, il faut un fiducial pour Sud Radio, sur Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Donc oui, l'union des droites peut se faire vers la droite, du côté de la jeunesse, mais je me pense qu'elle ne sera pas moteur, car ce n'est pas une force vive, une force entraînante à droite. Guillaume Bernard, vous voyez que les opinions sont fortement divergentes. Donnez-nous vos lumières. Oui, un point de convergence avec vous. Écoutez, moi je pense qu'effectivement ce rapprochement des militants des différentes organisations politiques de droite est inéluctable. Je vois trois raisons à cela. La première raison, c'est la convergence idéologique. Dans la mesure où Macron occupe l'espace politique de la droite modérée, ceux qui sont restés à LR et ceux qui continuent à militer à LR sont ceux qui sont le plus à droite de ce parti politique et donc sont de fait ceux qui sont le plus proches de Zemmour et de Marine Le Pen. Deuxième raison, le décloisonnement psychologique. Vous savez, le 21 avril 2002, c'était il y a 20 ans. Et par conséquent, c'est il y a très longtemps. Les jeunes en question sont vraisemblablement nés soit aux alentours de cette date, soit après. Et donc par conséquent, il n'y a plus le blocage psychologique du cordon sanitaire pour ce qui les concerne. Je ne parle pas de ceux qui sont naturellement plus âgés. Et puis je crois qu'il y a une troisième raison, c'est le transfert de compétences. On sait très bien que, en particulier le Rassemblement national, avec les élus qu'il a eu à l'Assemblée nationale, 89, mais bon, ils en ont perdu un maintenant, mais ont eu besoin de ressources en assistants parlementaires, aussi bien à l'Assemblée que dans les circonscriptions, et ils sont allés chercher des militants de Reconquête, prioritairement, mais aussi chez LR. Et donc par conséquent, pour ces trois raisons, je pense que inéluctablement, le renouvellement des générations se faisant, la convergence des militants qui sont classés à droite, qui peuvent avoir quelques divergences, mais qui pour l'essentiel se considèrent comme étant véritablement de droite, cette convergence se fera. Alors bien sûr, il y a deux obstacles. Le premier obstacle, c'est que chacun des partis veut non pas des alliés, mais des ralliés. Et donc par conséquent, évidemment, il risque de vexer les autres organisations. Et puis bien sûr, les appareils politiques au niveau national, eux, freinent des quatre fers. Mais le renouvellement des générations se faisant, je pense qu'inéluctablement, il y aura cette coagulation de cet électorat qui converge idéologiquement pour l'essentiel. Mais Marine Le Pen qui était contre, cette union des droites, est-ce que ça veut dire qu'elle peut revenir en arrière ? Elle ne le dira jamais officiellement, mais ils vont chercher à tout simplement récupérer ce qu'ils appellent eux-mêmes dans les instances nationales et encore ces jours récents, les brebis égarées. Donc évidemment, ils chercheront à coaguler sans pour autant dire qu'ils feront des alliances appareilles. Maintenant que Dussopt dit qu'elle ne le dit jamais, sauf que lorsqu'elle est en tête au premier tour, dès le premier soir, elle appelle les électeurs de droite, de Zemmour, de la rejoindre. Oui, bien sûr. Vous entendez François Pupponi qui est de gauche mais qui dit que ça aura lieu, vous êtes électeur de droite. Vous la voulez, cette union des droites, ou vous la voulez pas? On vous attend au 0826 300 300. Philippe Bilger. Moi, je continue, évidemment, sans être péremptoire, à croire que l'union des droites ne se fera pas rapidement si elle se fait un jour. Le fait que Marine Le Pen ne la souhaite pas n'est pas le seul obstacle à cela. C'est le fait que j'ai l'impression que depuis des années, la droite n'a jamais eu le courage
la gauche sous l'égide de François Mitterrand. Lorsque François Pupponi dit que, évidemment, on a pu faire la NUPES, c'était beaucoup plus facile parce que l'union avait été faite avant. Et d'une certaine manière, je me demande si la droite parviendra à se défaire du fait que c'est encore la gauche qui lui donne les brevets de moralité politique ou non. Juste Philippe, moi, à mes interlocuteurs, je pose une question. Je leur dis, demain, il y a un deuxième tour. Le Pen, Mélenchon, vous faites quoi? Et généralement, la réponse est jamais Mélenchon. Donc c'est-à-dire qu'une grande partie des électeurs de droite sont capables, dans certaines circonstances, de dire on est capable de voter Le Pen. Avant de prendre Karine, on va en parler justement de cette balise. Tout à fait. Et au-delà du second tour, si je prends l'enquête qui a été faite au mois d'octobre pour les 6 mois de la présidentielle, on avait une capacité de Marine Le Pen à attirer un gros tiers de l'électorat Valérie Pécresse, qui était encore resté à droite le 10 avril. Effectivement, dans la balise, je ne sais pas si on en parle maintenant ou pas. On a posé une question sur l'incarnation de l'opposition entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Avantage très net pour Marine Le Pen qui fait le plein à droite, et quand on regarde les traits d'image comparés, c'est une véritable boucherie, si je puis dire, dans la mesure où sur tous les items testés, Marine Le Pen est jugée plus crédible que Jean-Luc Mélenchon, notamment sur les attributs présidentiels, la stature présidentielle, la proximité aux préoccupations des Français, la vision pour le pays. Alors ça, on dit non sur l'échec de Mélenchon et cette mauvaise passe liée à la zadisation de l'Assemblée et la bordalisation, si je puis dire, pendant la réforme des retraites. Et Marine Le Pen qui de plus en plus n'incarne plus une opposition tribunicienne, mais une sorte d'alternative. Vous restez avec nous, pardon Philippe, 0826 300 300, on fait réagir Karine. Karine, vous vouliez réagir? Oui, bonsoir à tous. Oui, donc je voulais dire en fait qu'avec une abstention de 70% des jeunes, donc aux dernières élections, les jeunes, un tiers des jeunes. Voilà, des jeunes de 18-24 ans, donc une abstention d'un tiers, oui. Donc je pense que c'est une tentative d'unification donc des droites qui pourrait être un peu une tentative de la dernière chance. Je ne pense pas qu'ils réussissent à se former une union comme à l'image de la NUPES. Karine, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que c'est la dernière chance? Est-ce que c'est une dernière tentative pour rebondir ce que dit Karine? Parce que même dans le pire des cas, on peut imaginer qu'un jour Marine Le Pen ne sera plus là. Moi, je crois qu'elle ne gagnera pas en 2027 pour un certain nombre de raisons. Et s'il y avait, par exemple, dans la joute présidentielle, une Marion Maréchal qui est beaucoup plus conservatrice, beaucoup moins politicienne, je ne serais pas aussi mais plus clivante aussi. Ouais. Ah oui. Guillaume Bernard. Beaucoup plus. Guillaume Bernard. Moi, je crois que c'est une question de survie pour LR, c'est une question d'efficacité pour le RN, que d'essayer de trouver des convergences, même si on ne le dit pas officiellement. Chacune de ces organisations a des avantages, des forces que les autres n'ont pas. LR, incontestablement, a une implantation locale que n'ont pas ni Reconquête, ni le Rassemblement national. Mais à l'inverse, le RN a une visibilité lors des élections nationales, européennes ou présidentielles, que LR n'a plus. Zemmour a... En fait, ils sont très complémentaires, c'est ce que vous dites. Ils sont très complémentaires. C'est que Zemmour a une très grande force militante, même si elle s'étiole un petit peu par rapport à l'année dernière, mais il a une très grande force militante et plus grande que celle de LR et du Rassemblement national. Donc, pour des questions de survie et d'efficacité, ces organisations ont besoin de trouver au minimum un modus vivendi et pourquoi pas un moyen de se coaliser. Mais il faudra passer par-dessus la guerre des égos. Oui, mais je rappelle quand même que Éric Ciotti, qui est le nouveau patron des LR, avait dit pendant la campagne que contre Macron, il était capable de voter Zemmour. Oui. Après, il est... Oui, d'accord, mais il est patron des LR. Donc ça veut dire qu'il y a une partie des électeurs LR qui ne lui en veulent pas d'avoir dit cela et qui disent, après tout, pourquoi pas. Mais est-ce que vous ne croyez pas, parce que François Pupponi a dit quelque chose de très intéressant, mais comme d'habitude, qui disait, et c'était un sondage de l'IFOP, d'un sondage IFOP du 7 avril ou du 8 avril de l'an dernier, qui disait qu'en cas de deuxième tour Le Pen-Mélenchon, c'était 58%
pour Le Pen, Bien sûr. 42 Oui, pour mais Mélenchon. c'était dans le Est-ce running. que en cas de second tour Mélenchon-Le Pen, par exemple dans 4 ans, là ce serait pas là que se ferait l'union des droites? Bah oui, bien Guillaume sûr. Bernard. Ah, bah, c'est évident. C'est évident. Oui, mais il faudrait que Mélenchon soit au second tour, ce qui n'arrivera jamais. Mais sauf s'il y a 2 ou 3 candidats. Attends, mais pourquoi Mélenchon, Mélenchon, à ces 2 dernières élections, il est à 17 600 000 voix. Ouais. 17-18. Non, il monte à 22 dans la dernière. Voilà. Il y a 21 dans la dernière. 21 dans la dernière. Mais en tout 21. cas, il reste le second tour de Il reste 400 000 voix. 600 et derrière 400. Le Pen et Macron. Qui sera le candidat, entre guillemets, de la Macronie et de la droite en 2027? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, Édouard Philippe. et moi, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, le fait qu'il bordélise, il perd dans l'électorat général, mais il garde son électorat. Moi, je pense que son électorat, il est content parce qu'ils l'ont mis pour ça. Donc s'il est toujours dans l'étage de 22-23, il est aux portes du deuxième tour. Le mot de la fin, Guillaume Bernard, en 50 secondes. TTC. Les élections de 2027, présidentielles et législatives, c'est très très loin. Entre-temps, on a les européennes, et là, effectivement, va se jouer la question de savoir est-ce que c'est Macron ou le RN qui arrive en tête. Et puis ensuite, les municipales en 2026. Est-ce que LR continue à exister et est en capacité d'avoir un candidat à la présidentielle ou pas? Et donc, de cela découlera effectivement les rapports de force pour la présidentielle de 2027. Ben on verra justement, vous parliez d'Emmanuel Macron, merci beaucoup, on verra dans un instant si Emmanuel Macron est-il le président le plus détesté de la Ve République, parce qu'en ce moment c'est un petit peu chaud pour lui. Merci beaucoup Guillaume Bernard, politologue, auteur du livre La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, publié chez Desclés de Brouwer. Merci d'être avec nous, on reste ensemble dans un instant, c'est le quiz de l'actu et on a hâte avec Philippe. Allez, à tout de suite. Et puis... Bienvenue dans l'équipe de choc aujourd'hui des vraies voix avec Philippe Bilger. François Pupponi est avec nous, Fred Dabi est avec nous, bien sûr on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h avec ce magnifique jeu, le quiz de l'actu du vendredi. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et d'abord Karine est avec nous qui va choisir son concurrent, son adversaire, oui. Karine, vous jouez contre qui? Philippe Bilger, François Pupponi ou Frédéric Dabi? Plutôt Monsieur Bilger. Ah, Monsieur Bilger. Donc alors, vous êtes seul. Fred et François aideront. Frédéric et François sont avec vous, ça fait chanteur de charme. Ça va être dur. On va massacrer. Et du coup, Philippe Bilger se relève, il est droit comme un i. Non, mais c'est pas grave. Allez, on démarre par un Kikadi. Écoutez bien, Kikadi en parlant d'Emmanuel Macron, nos relations sont ni bonnes ni amicales. Bonne réponse de Frédéric Dabi. Bravo, il est rapide. Ouais. Il a mal à l'épaule, mais par la tête. 2 points. Mohamed VI, le roi du Maroc. Question russe. Que veut interdire Vladimir Poutine? Oula, l'intrusion des Ukrainiens. Non. La vodka? Non, je plaisante. Non. Non. Ah, je vais vous dire un mot russe, ça peut être bistro. Bistro, c'est vite. Oui. Et c'est quoi? Les cafés. Boisson? Non. Bistro, bistro, ça veut dire vite en russe, donc c'est le café. Et ça vient d'où? Ça vient oui, quand ils étaient en France, les Russes. Ça vient des Français. Donc qu'est-ce qu'il veut interdire? Des cafés ouverts, des... Non. Allez, 3 propositions. 1. L'entrée en Russie des citoyens européens. 2. L'utilisation des mots étrangers dans la langue russe. 3. L'importation des denrées européennes. Il était plus rapide. Philippe Bilger. 2. Des mots étrangers, oui. Sauve l'honneur. 2 partout. C'est incroyable. 2 partout. Question monarchie. Quel couple britannique est attendu à Bordeaux le 28 mars prochain? Charles III. Et son épouse, la reine Camilla, exactement. Ça fait 4-2. Question encore un Kikadi. Ça va vite. En ce qui concerne la décision de la réduction du nucléaire signée en 2011 entre PS et ELV, Kikadi, c'est un accord de coin de table. Montebourg? Bonne réponse. Bravo. Mais il est bon, hein, Frédéric Dabi. Si lui, il n'était pas. On en est à combien là? 6-2. C'est un sport de tennis. Ouais. Et c'est une question cadeau. Qu'a offert Gérald Darmanin au président de la province nord de Nouvelle-Calédonie? Je sais pas. Bon, je vais vous donner 3 propositions parce que c'est ouf. Une tour Eiffel en plastique de Paris, une brouette en bois de Tourcoing, un parapluie miniature de Cherbourg. Tourcoing. Bonne réponse de Philippe Bilger, 6-4. Il a offert une petite brouette en bois de Tourcoing. Magnifique cadeau. Question des amours. Quel concours est passé de 642 000 candidats
Quel concours sont passés de 642 000 candidats à 177 000 en 30 ans. L'enseignant, non? Bonne réponse de François Pupponi, les concours de la fonction publique. 8 à 4. Ah, c'est un... Et Karine, on en est où, avec 4. Karine, on vous entend pas du tout. Hein. Ça va trop vite. J'ai parlé, mais j'ai une petite voix, alors. Voilà. On va essayer Karine parle en premier. Allez, Karine, écoutez bien. Question anniversaire, chère Karine. Qui était Georges Rémy, célèbre dessinateur, mort le 3 mars il y a 40 ans? Hergé, bonne réponse, Hergé. Je crois que Karine l'a dit. Ah bon, c'est pour Karine alors. Karine avait dit Hergé. Oui, Karine a dit Non, c'est Hergé. Voilà, c'est Hergé. On en est où là? 10-4. La réponse la plus profonde, c'était la mienne. 10-4, oui. Et Karine, c'est vous qui gagnez, Karine. C'est vous qui gagnez, Karine. Ah bah merci. Voilà, c'est magnifique. Vous restez avec nous, Karine, bien entendu. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux et puis on fera le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger, François Pupponi et Frédéric Dabi aujourd'hui au menu. À tout de suite. Et on va revenir aux alentours de 18h30 sur Emmanuel Macron en recul dans les sondages qui fait face à une hostilité montante tant dans le cadre de la réforme des retraites mais aussi dans le cadre de sa visite à l'étranger en Afrique. Et vous voulez bien sûr commenter 0826 300 300. En attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et oui, Cécile, et je vais finir la semaine par un immense coup de gueule pour parler des faillites de notre pays. On était au Salon de l'Agriculture qui se termine ce week-end et il y a encore pas si longtemps, on était exportateur de produits agricoles. Aujourd'hui, nous ne sommes plus autosuffisants. Première faillite. On continue. L'industrie est elle aussi en faillite. Il y a quelques années, tiens les 20 ans, on était largement excédentaire sur l'automobile. Aujourd'hui, 20 milliards de déficit sur la branche automobile après 18 milliards l'an dernier, deuxième faillite. Continuons avec l'électricité. On avait le meilleur système électrique du monde avec nos centrales nucléaires, avec EDF. EDF, 18 milliards de pertes l'an dernier, 64 milliards de dettes aujourd'hui. EDF est au bord de la faillite, troisième faillite. L'hôpital, on avait le meilleur du monde, il est à l'os, quatrième faillite. La justice, elle est en faillite totale, faute de moyens, mais pas que, cinquième faillite. L'armée, à l'os elle aussi, moins d'une semaine de munitions en cas de conflit. De grande intensité, sixième faillite. Je ne parle même pas de l'école où on arrive en sixième avec 20% d'élèves qui ne savent pas lire, écrire et compter. Et même la diplomatie, on le voit avec la cinglante réponse de Mohamed VI à Emmanuel Macron, est en faillite alors qu'on avait un des meilleurs réseaux diplomatiques du monde. Sans oublier bien évidemment la faillite des comptes publics avec, si on compte tout ce qui est caché, presque 5 000 milliards de dettes. Bref, tout le régalien est en faillite alors qu'on est le pays le plus taxé du monde. Conclusion, je pense que certains dans nos élites pourraient écrire un livre, La faillite par les nuls. Et vous souhaitez un joyeux Noël, bien entendu. Philippe Bilger, une réaction? Je trouve que Philippe, avec son talent habituel, a fait un inventaire implacable. Peut-être est-il ici ou là un peu outrancier, mais je serais même pas capable de vous contredire techniquement. Mais ce que vous en tout cas, c'est là, le ressenti qu'on a. Ah oui, en tout cas, et puis on le sait, les institutions, les instances que vous évoquez sont en effet dans un très sale état. Frédéric Dabi. Moi, à titre personnel, je suis effondré de ce que vient de dire Philippe. Effectivement, il y a peut-être des choses effondré parce que c'est faux, non? Non, effondré par la réalité, par le constat. Et dans nos enquêtes, ce ne sont que des enquêtes, c'est qu'un reflet de la réalité. La représentation qui est majoritaire et massive en France, à 69% pour la dernière fois, dans une enquête IFOP pour un cabinet de conseil, c'est 69% des Français considèrent que la France est en déclin. Et un an après, on a mis de côté l'épopée Zemmour. Bien sûr, il s'est viandé, il a échoué, il a fait 7%, mais n'oublions pas que ce qui a été à l'automne 2021, jusqu'à l'invasion russe de l'Ukraine, le moment Zemmour, c'était bien sûr cette théorie sur l'immigration de grand-père, c'était surtout ce constat que la France est en déclin. Et ce qui me frappe, c'est que le déclin français, quand on interroge les Français, ils ne citent pas complètement tout ça, parce que tout le monde ne connaît pas aussi précisément que Philippe ces différents points, mais ils citent deux domaines, la santé, l'éducation. Vous avez parlé de l'éducation, la santé également. La santé, quand maintenant, pour avoir un rendez-vous, y compris dans une grande métropole, ça devient mission impossible. Ce n'est pas qu'une question 8 de mois France. pour un ophtalmo à Toulouse. Oui, c'est pas qu'une question de France périphérique et de France rurale.
Toulouse, c'est pas n'importe quoi, c'est une grande métropole et ça touche tout le territoire. Là où la situation est très empruntante, effectivement, globalement, on est en train de décliner. Bon, mais ce qui choque le plus les Français, c'est ce déclin qu'on constate tous les jours. Et quand on en parle aux Français, ils le vivent. C'est le sentiment des Français que les élites, qu'elles soient politiques ou ne sont pas capables d'avoir le sursaut pour dire on va enrayer ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça qui est, c'est que à la fois que la France ait des problèmes industriels ou autres, ok, très bien. Mais à un moment, on doit être capable de réagir. Exactement. Et ce sentiment d'incapacité donc des glissade responsables, vers l'avant, ouais, c'est ça. C'est ça qui est terrible. C'est que les Français disent, mais où va-t-on Et donc, c'est ce on en parlera après avec les rapports avec le président Macron. C'est comment les politiques remettent de la perspective et comment les politiques remettent de l'avenir dans l'esprit des jeunes, on va dire, parce que les jeunes Français qui constatent ce déclin, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Ceux qui peuvent, ils partent. Bien sûr. On a l'impression qu'elles accompagnent le déclin au lieu de lui résister. Voilà. Et ça, c'est terrible. On en parlera dans ce débat à partir de 18h30 justement sur l'image, et vous nous direz, Frédéric Dabi, l'image du président Macron. Tout de suite, le top clic, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et une absence de poids à l'hommage national de Gisèle Halimi, prévu le 8 mars prochain. Hommage national rendu par Emmanuel Macron à l'avocate féministe Gisèle Halimi, disparue en 2020, militante de l'indépendance de l'Algérie, du droit à l'IVG. L'Élysée vient de l'annoncer, mais on sait d'ores et déjà que l'association fondée par Gisèle Halimi elle-même et par Simone de Beauvoir va boycotter cet événement. Ce 8 mars 2023, avec toutes les féministes, c'est Gisèle Halimi elle-même qui sera absente de votre hommage, a taclé l'association Choisir la cause des femmes sur Twitter et de justifier son choix par une longue lettre. Parmi les griefs, l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, plusieurs fois évoquée depuis 2020, mais jamais réalisée. L'association pourfend un hommage politique au rabais, une instrumentalisation politique même, et d'écrire cet hommage à l'une des plus grandes combattantes françaises pour la dignité des femmes et des peuples serait une bonne idée si elle n'arrivait pas de façon aussi inattendue après 2 ans et demi d'altermoiement au moment d'un grand mouvement social auquel elle aurait sans aucun doute possible pris une part active. Voilà ce qu'écrit l'association Choisir la cause des femmes, l'association de Gisèle Halimi, qui va donc boycotter cet hommage à Gisèle Halimi. Puisqu'on veut rendre hommage à Gisèle Halimi, je trouve que le président de la République a bien fait. Moi, j'aurais été choqué tout de même par la panthéonisation. Je sais bien que personne ne fait l'objet d'un consensus universel, mais tout de même... Oui. Il faut que ça devienne exceptionnel. Et puis surtout, c'est des gens qui, voilà, ça a été une militante, ça a été une militante active. Mais le Panthéon, c'est quand même des gens... Il y a d'autres moyens de la commémorer, en tout cas. Tout à fait, on peut le dire autant, mais le Panthéon, c'est quand même des gens qui ont consacré leur vie et donné leur vie pour la France. Ouais. Bon. Non, pas d'avis en particulier. Je trouve que la réaction de l'association est très excessive. Il y a eu la période du Covid, c'était pas facile de rendre hommage. Le 8 mars, un moment, alors que les femmes n'aient qu'une seule journée, on peut toujours s'étonner de ce type de symbole, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose, cette image. Autre sujet plus léger, mais même si c'est une commémoration, il y a 40 ans disparaissait Hergé. Avec, pour l'occasion, par exemple, Lina qui nous ressort une grande question sur le papa de Tintin. Oui, pour ceux qui n'auraient pas reconnu le générique, bon, en l'occurrence, il était l'auteur des BD, pas du dessin animé. Ouais. Pourquoi si peu de femmes dans les albums d'Hergé, à part la Castafiore? Eh bien, la réponse d'Hergé lui-même en 1979. Je n'aime pas de caricaturer les femmes. Je n'aime pas. Si c'est une jolie femme et que je la caricature, c'est plus une jolie femme. Alors ça devient une Castafiore. Et vous, c'est ça. Non, je n'aime pas je ne suis pas à l'aise pour faire des dessins de femmes. Voilà pour les explications de Georges Rémy, alias Hergé, créateur de Tintin, qui s'éteigna donc il y a 40 ans, le 3 mars 1983. En tout cas, c'est joliment dit. Hein. C'est joliment dit. Ça se caricature pas une femme, finalement. Cécile, vous étiez fan de Tintin? Ouais, moi j'aimais beaucoup. Ouais, je sais que c'est plutôt un truc de garçon, mais moi je trouve que Tintin c'était canon en tout cas. Philippe Bilger. Moi je serais très nul dans le quiz sur Tintin. Ah ouais, non. J'aime bien Milou, mais Tintin. Ça c'est une réponse qui a du chien. Frédéric Dabi. Oui, je les ai tous lus. J'ai beaucoup apprécié, mais j'étais plus équipe team Astérix, si je puis dire. Notamment les anachronismes historiques, je m'en régalais. Ouais. Oui, on les a tous lus, mais c'est vrai que Astérix m'a plus marqué. Ouais.
Il faut vraiment que je replonge dans mes souvenirs pour me rappeler, à part quelques C'est plus numéros drôle, de Tintin, c'est plus mais drôle. c'est plus drôle. Ouais, c'est plus drôle. Parce que, je pense qu'il faudrait les relire aujourd'hui, parce Ouais, que c'était peut-être. quand même une critique de la société de l'époque. Oui. Avec ça parfois envoyait. des Bah, polémiques relisez. sur la colonisation ou pas. Il faut Voilà, relire c'est- ceux d'avant, parce Voilà. que s'il faut qu'ils changent, ils vont peut-être changer ce qui se passe à Oui. l'intérieur et les mots, donc il faut regarder Absolument, les originaux. il faut aller vite Tintin au pays des Soviets. C'était vraiment alors, donc quand on était très jeune, c'était compliqué de tout comprendre. Mais Ouais. le relire aujourd'hui, je pense que ce serait intéressant. Oui, c'est pas idiot. En tout cas, dans 10 minutes, on reviendra sur Emmanuel Macron. Est-il le président le plus détesté de la Ve République? Alors, c'est volontairement un petit peu cash, hein, on vous l'accorde. Mais vous pouvez nous répondre au 0826 300 300. Je vois déjà Frédéric Dabi qui dodeline de la tête, du Ça chapeau. rappelle un film avec vous avez dodeliné. Je n'ai pas dodeliné. Et je n'ai pas une grosse tête. Si, vous avez fait comme ça Si, là, vous avec la dodelinez. tête, absolument. Et dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec François Pupponi, Philippe Bilger, Frédéric Dabi et bien entendu vous au 0826 300 300. Et puis il y a l'actu qui tombe et il y a l'actu des vraies voix et c'est le tour de table justement tout de suite. Regardez les actualités régionales. Tour à tour. Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on avait tour des sujets. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger, vous voulez parler d'Horizon qui dénonce, je cite, les coups tordus de Renaissance après le rejet de sa proposition de loi sur la récidive. On se souvient, Cécile, Philippe, que nous avions eu de loin Naïma Mouchou. Et je lui avais reproché aimablement, au fond, quitte à vouloir rétablir une peine planchée, pourquoi elle ne les rétablissait pas dans toutes les infractions qui l'auraient mérité. Et je vois qu'à l'Assemblée, elle a été obligée de retirer sa proposition de loi parce qu'évidemment, Renaissance et le garde des Sceaux ont considéré qu'il n'était pas concevable qu'elle la fasse passer. Ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel point le conflit avec Édouard Philippe prend des proportions beaucoup plus tangibles et concrètes. C'est tout à fait intéressant. Avant, c'était feutré. On sentait qu'on s'en prenait de manière aigrelette à Édouard Philippe en parlant de cette maladie, en lui reprochant son silence comme ses interventions. Mais ça devient très intéressant sur ce plan-là. François Pupponi. Non, là, je peux réagir. Mais bien sûr, justement. Bien sûr. Non, parce que la présidentielle a commencé. Ce texte-là a été négocié au plus haut niveau de l'État. Édouard Philippe savait, et le groupe Horizon, que la majorité, la Renaissance, ne voterait pas ce texte. Alors, y compris pour des raisons de fond. Hein. Oui, oui. Est-ce qu'il était bien rédigé? Il était politiquement intelligent, mais juridiquement pas forcément bordé. Et malgré tout, il décide d'aller jusqu'au bout. Donc d'être battu dans l'hémicycle sur un thème immédiatement politique, celui de la sécurité et de la protection des agents publics. Bon, voilà, la bataille a commencé, quoi. Frédéric Dabi, sur le Renaissance qui s'est pris une fin de non-recevoir. Oui, Horizon s'est pris une fin de non-recevoir par Renaissance. Je partage ce que dit François. C'est vrai que la présidentielle n'a pas vraiment commencé, mais tout le monde là dans la tête. Après Macron a peut-être commencé. Oui, exactement, le 24. Oui, quand on peut. Le 24 avril à partir de 20h. C'est vrai que, et là, je reviens sur votre édito. Le décalage pour les Français face aux difficultés du pays et une classe politique qui va commencer déjà à se projeter dans l'après-Macron, les candidatures. Il y a eu un papier là sur la nouvelle jeune garde de Jean-Luc Mélenchon qui rappelle la jeune garde de Staline quand au 11e congrès du Parti communiste de l'URSS, il élimine les vieux bolcheviks pour mettre des jeunes qui lui doivent tout, si je puis dire. Alors, la comparaison est bien sûr osée pour ne pas dire douteuse, mais ça en dit long sur une forme de déconnexion par rapport à une forme de désespérance que je vois dans l'opinion publique. La comparaison n'est pas scandaleuse pour Staline. 70 ans de sa mort dimanche. Oui, c'est vrai en plus. François Pupponi, un an après, vous voulez revenir sur la mort d'Ivan Colonna. Oui, moi toute cette affaire terrible entre l'assassinat du préfet Erignac et l'assassinat d'Ivan Colonna, c'est 30 ans de l'histoire de Corse qui
plombé complètement. D'abord, il y a eu la mort d'un homme, un préfet de la République, puis de celui qui a été condamné et qui a toujours clamé son innocence. C'est 30 ans qui ont plombé l'histoire de l'île, même l'histoire de France, qui porte encore lourdement ce drame. Moi, j'avais rencontré Yvan Colonna 15 jours avant, parce qu'il était prévu que le fameux commando Erignac, rentre en Corse après les élections. Parce qu'il était normal qu'ils finissent leur peine, comme le veulent les textes, à côté de chez eux. Et il est mort 15 jours après. Et le doute, pour moi, il est terrible. Donc il y a une commission d'enquête parlementaire qui est actuellement en cours, qui démontre les fautes de l'administration pénitentiaire et qui a l'autre jour auditionné les responsables des services de renseignement en France. Et la question se pose de savoir si Elongabé, celui qui a tué Yvan Colonna, n'était pas en fait un indicateur, un informateur des services de renseignement. Parce que, quand même. Les questions ont été posées. Les questions ont été posées officiellement par les membres de la commission. Ils demandent, les avocats également, ils demandent la levée du secret défense. Que quand on a interrogé les membres du service de renseignement, ils ont opposé le secret défense. Donc, Gérald Darmanin a annoncé qu'il lèverait en partie le secret défense. Mais voilà, personne n'a compris vraiment comment cet individu qui était dangereux, qui avait tué en Afghanistan, s'est retrouvé auxiliaire et à proximité d'Yvan Colonna pour pouvoir passer à l'acte. Donc le doute existe. Il a bénéficié d'un certain nombre de tolérances totalement invraisemblables. Et je n'irai pas jusqu'à supposer qu'on l'a laissé faire. Mais tout de même, François troublant. A raison. Sans tomber dans le complotisme, on peut s'interroger. Est-ce que ça peut mettre la Corse à feu et à sang, cette histoire-là, si on n'arrive pas à... La Corse a été à feu et à sang l'année dernière. Ce que les médias ne disent pas, c'est que quasiment depuis un an, il y a des attentats tous les soirs. Alors, c'est moins spectaculaire que les plastiquages, mais ce sont des villas de continentaux qui sont brûlées, parce que maintenant ceux qui font les attentats brûlent les maisons, et à chaque fois on retrouve deux sigles, GCC, qui c'est la jeunesse corse combattante, et GTY. Le slogan GTY, c'est gloire à toi, Yvan. Effectivement. Un mot, Frédéric Dabi? Non, j'ai pas de remarque particulière. C'est vrai que je trouve que le traitement médiatique avait été finalement assez rapide sur cette affaire. Quand on voit pour Palma et à côté de ça, on se dit que oui, effectivement, c'est pas la même chose. Plus funky, Frédéric Dabi, quoique Astérix, la dernière folie wokiste. Alors. Oui et non. C'est très intéressant. C'est l'histoire d'un tweet. Lucas Jakubowicz, un journaliste qui vient de temps en temps à Sud Radio chez notre ami Valérie Expert, fait un tweet il y a maintenant 3 heures qui dit: la maison d'édition qui publie Astérix et Obélix va en anglais. Va retoucher les albums pour cacher sangliers rôtis et scènes de chasse, symbole de maltraitance animale pour certains. Elle juge également problématique le nanisme et l'obésité des deux héros. Alors, énormément de réactions. Moi, sincèrement, venant d'un journaliste sérieux, j'allais en faire mon coup de gueule, parce qu'il y a eu Charlie et la chocolaterie, la réécriture des romans de l'auteur. Que nous dit Lucas Jakubowicz? Mon canular sur Astérix et Obélix, victime du wokisme, a bien marché. Responsables politiques du RN, de LR, de Renaissance, économistes et confrères sont tombés dans le panneau. France Inter revient sur un emballement qui a un peu dépassé son auteur. Alors, on pourrait dire, mais qu'est-ce que nous avons été, pour certains, bêtes de tomber dans le panneau. Mais ce panneau a l'air tellement crédible, tellement vrai, que je comprends très bien, venant d'un émetteur sérieux. D'ailleurs, il est un peu gêné par rapport à cet emballement. Il se fait un petit peu tailler un costard sur Twitter, si je puis dire, un costard de Bray. Oui, un costard gaulois. Mais ça en dit non, parce que on y croyait. Quand on voit Charlie et la chocolaterie, l'enfant un petit peu, je dis le mot, gros, venant de Düsseldorf, on appellera plus ça un gros. Voilà. Donc tout ça, ça en dit donc sur cette période où il y a eu aussi le papier dans Le Monde passionnant sur les élèves de la Fémis qui ne veulent plus voir la fameuse scène du mépris entre Piccoli et Brigitte Bardot qui débranche l'écran. Enfin, on est dans un moment un peu de folie, et donc on était prêt à croire quelque chose, heureusement de faux, mais qui sonnait terriblement vrai. Frédéric Dabi, il ne faudrait pas que ça donne des idées aux défenseurs des animaux. Peut-être. Peut-être. Non, mais on vit une période. Enfin, moi, je suis plus de ce monde. Hein. Je suis plus de cette époque. Moi, le jour, j'avais rendez-vous avec un ami. Il m'appelle. Il dit, écoute, je suis désolé, je vais être en retard. Il habite Paris. Il a un SUV. Et donc, il lui avait dégonflé les 4 pneus. C'est classique, ça. Et alors, après, moi, voilà, un petit coup de gueule, mais qui est un peu dans le même sens. C'est, voilà, avoir une voiture à Paris,
entre vous faites engueuler par les trottinettes, les vélos, les motos qui vous doublent à droite, à gauche, devant, et vous savez plus quoi faire, quoi. Et donc on vit quand même une période compliquée où je vous rassure, l'intolérance est en train de gagner. Tout le monde gueule avec tout le monde. Hein. C'est-à-dire que les cyclistes engueulent les piétons engueulent les voitures. Il y a des moments extravagants sur le plan intellectuel. C'est ça. Alors que dans les vraies voix, on s'engueule, mais parce que on fait avancer les choses. Mais on se kiffe. Oui, voilà. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Philippe Bilger avec nous, François Pupponi avec nous, Frédéric Dabi. Restez avec nous une petite demi-heure. Profitons de ces cerveaux bien remplis. Voilà. Et bien faits. Et bien pleins. Et on va revenir sur cette question du jour. Est-ce qu'Emmanuel Macron, finalement, est le président le plus détesté de la Ve République? C'est une grande question pour l'instant. Hein. Je vous le dis tout de suite sur les réseaux sociaux, sur notre compte. Vous dites oui, en majorité à plus de 90%. 0826 300 300. Venez nous en parler. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, François Pupponi et Frédéric Dabi. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Avec cette question du jour, Emmanuel Macron est-il le président le plus détesté de la Ve République? Effectivement, Emmanuel Macron en recule, peut-être dans les sondages, qui fait face à une hostilité montante, tant en France, dans le cadre de la réforme des retraites, qu'à l'étranger, en visite d'État en Afrique, par exemple, et avec ces marches de leaders d'opinion qui se sont levés au cri de Macron dégage, Philippe. Oui, la politique du en même temps, lui a succédé la politique du tout en même temps. Ça a l'air de ne pas marcher ni en France ni à l'étranger. On l'a vu pour la réforme des retraites et ce n'est que le début. On en parlera encore évidemment la semaine prochaine avec le blocage prévu. Il s'est pris un vent, on peut le dire comme ça, par Mohamed VI, le roi du Maroc, pas plus tard qu'hier. Alors, est-ce qu'il est le président le plus détesté de la Ve République? Vous dites oui sur Twitter. On va creuser ça avec l'homme qui est au sondage, ce que Antoine Dupont est au cadrage débordement au rugby, Frédéric Dabi, et notre invité du soir, Cécile, Geneviève Götzinger, ancienne journaliste politique de la presse présidentielle et présidente d'Image avec 2G comme Geneviève Götzinger, agence de communication politique. Bonsoir Geneviève Götzinger. Bonsoir, merci d'être avec nous. Avant de revenir avec vous, Philippe Bilger, cette question, je le redis, volontairement cash, sur la détestation d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on le déteste vraiment? Est-ce que c'est le plus détesté de la Ve République? Je ne crois pas. En fait, il me semble qu'il faut distinguer à la fois les politiques qu'il met en œuvre sur le plan national ou le plan international, et il est clair que comme il n'a plus la main, il y a quelque chose qui se produit qui ne lui donne plus le sentiment qu'il avait hier et qu'on pouvait partager, qu'il était à la hauteur de la fonction, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Mais on discute ces politiques, alors qu'en revanche, il y a en France, et pas seulement depuis les Gilets jaunes, une détestation très particulière de ce président qui relève plus d'une hostilité à l'égard de l'homme Macron, de sa manière de s'inscrire dans l'espace plutôt que du politique Macron. En ce sens-là, l'hostilité qu'il dégage est beaucoup plus forte. Parce que, rappelez-vous, les Gilets jaunes, j'avais l'impression que le couple Macron à l'époque était discuté, contesté, vilipendé, comme pouvaient l'être Louis XVI et Marie-Antoinette. Il y a quelque chose qui dépasse très largement l'hostilité politique. Ça n'est pas Nicolas Sarkozy ni François Hollande. On va demander l'opinion de Frédéric Dabi. Antoine Dupont du sondage. Justement, et j'en appelle aux tweetos qui déjà peuvent préparer leur tweet aigre-doux. Mais non. La question c'est... est-il le président le plus impopulaire et non pas détesté? Impopulaire, la réponse est non. Non, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est une source, c'est le baromètre IFOP-JDD, l'enquête la plus ancienne de notre pays, de la Ve République, où, avec nos amis d'abord de François, puis du JDD, qui est un supplément dimanche du François, nous testons chaque mois la popularité du couple exécutif. Et dans cette histoire du JDD, le président qui a eu le plus petit nombre de satisfaits, ça a été un moment François Mitterrand, de mémoire en 92-93, et celui qui a eu le plus grand nombre de mécontents, ça a été François Hollande en 2014, avant les attentats. Emmanuel Macron a toujours fait mieux en satisfait que François Mitterrand au plus bas, que Hollande
et que Nicolas Sarkozy, il a en moyenne un tiers, même s'il a beaucoup baissé, de satisfaits. Mais il y a deux éléments qui peuvent accréditer cette détestation. Ouais. Nicolas Sarkozy, et on l'oublie, a été un président impopulaire, a été un président détesté. On se moquait de lui. On voyait la scène après une entrevue avec Poutine, la scène où il dérobe un stylo face à l'ambassadeur de Roumanie, le casse-toi pauvre con. Mais, donc il avait une détestation, mais Sarkozy avait des fans. Fans au sens des fanatiques. Des gens, les électeurs UMP, les sympathisants de droite qui l'adulaient. C'est pour ça qu'il a finalement perdu de très peu. Et puis, Emmanuel Macron, il a quelque chose que n'ont pas eu, alors un peu Hollande, mais pas autant que ça, il a les réseaux sociaux. Il a cette machine à haïr, à détester, que sont les réseaux sociaux. Et puis, c'est vrai qu'il y a une détestation et une dichotomie entre l'homme et la personne. Mais si la question c'est est-il détesté parce qu'il est impopulaire, je le répète et j'assume ce que je dis. La réponse est non. Voilà, c'est ça. François Pupponi. Oui, moi je ferais la distinction aussi entre l'impopularité, donc il n'est pas le plus impopulaire. Par contre, ceux qui le détestent vraiment. Oui, bien sûr. Moi j'ai un peu de recul politique, plus de 30 ans, 40 ans que j'en fais, et donc on voyait bien qu'il y avait Hollande, Macron, Mitterrand, Sarkozy, mais là, quand on rencontre quelqu'un qui déteste Macron, c'est extrêmement violent. Bon, sa femme également. Enfin, bon, et ça, c'est fort. Voilà, on le ressent. Oui, c'est profond, en fait. Ça, c'est très profond. Oui. À côté de ça, il a été réélu. Il a été réélu une élection. Avec 5 millions de voix d'avance. Avec 5 millions de voix d'avance. Donc, il y a même des gens qui considèrent élection tronquée. Non, mais il a été réélu. Donc, il n'a pas, on peut pas dire que, voilà, Sarkozy n'a pas été réélu. Hollande n'a même pas été capable de se représenter. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas 100% d'adhésion. Non. Voilà, mais par contre, il tombe aussi dans une période où, post-Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, le grand déclassement, et donc les gens en veulent aux élites. Et lui, il est le symbole de ces élites, le banquier, etc. Donc il cumule un peu tout ça. Et effectivement, comme Philippe Bilger le disait tout à l'heure, là, autant sur le premier mandat, alors on peut lui reprocher plein de choses, mais globalement, là, depuis 6 mois, on voit que c'est compliqué, quoi. Et chaque fois qu'il essaye de faire un pas, ça se passe pas toujours très bien. Donc ça en rajoute sur le fait que les gens disent il est plus capable. Geneviève Götzinger, pour faire la juge de paix. La voix féminine. Je vais revenir sur ce que vous avez dit sur l'Afrique et l'international. En un mot, en Afrique, quand on dit Macron dégage, c'est France dégage. Donc c'est pas Macron personnellement. Ça s'inscrit dans un mouvement anti-français qui est très travaillé, qui vient aussi de l'extérieur, qui est nourri par des réseaux sociaux, par des fermatrolles, etc. Donc là, c'est pas la personnalité de Macron, c'est la politique étrangère de la France. C'est la ce qu'il politique représente. Exactement, ce qu'il représente en tant que tel. Après, Frédéric, moi j'ai été revoir les sondages avant de venir, et pas seulement les vôtres. Donc, mais on est le seul qui avons la profondeur historique de la 5e. Alors, ok, vous avez la profondeur historique de la 5e. Tout sondage confondu, moi j'ai trouvé un Sarkozy à 16% de popularité en 2006. Donc 16%. Macron est quand même très au-dessus aujourd'hui. Mais il n'était pas encore président en 2006. Non, on est d'accord. Non, ça devait être 2009 ou 2010. 2009-2010. Ouais. J'ai trouvé au moment des émeutes en banlieue pour Jacques Chirac, novembre 2005, du 24% de popularité, donc c'est quand même très peu, et du 39% en décembre 95, donc à peu près dans l'étiage de Macron aujourd'hui. Chirac, on considère comme le président le plus populaire de la Ve République, qui est mort populaire, qui est aujourd'hui celui le plus aimé des Français, est passé vraiment par des hauts et des bas. Donc la popularité, ça peut aussi être en dents de scie. Je vous rappelle ce que disait Bernadette en 88, les Français n'aiment pas mon mari. Pourquoi est-ce que les Français n'aiment pas mon mari ? Ce que vous avez dit qui me semble très juste, vous, Frédéric, c'est les réseaux sociaux, effectivement, qui engendrent une accélération du désamour, je crois, qui font que on jette de plus en plus vite ce qu'on a pu aimer, ce qu'on a pu choisir, et qui jouent en accélérateur de désamour. Vraiment très Moi, il m'est arrivé de faire, j'étais président de l'ANRU à l'époque, de faire des déplacements avec François Hollande en banlieue, de rénovation urbaine. En banlieue, après qu'il annonçait qu'il ne serait plus candidat. Il était accueilli chaleureusement dans les quartiers. Il disait mais les gens ils m'aiment bien. Je dis oui. Moi j'étais avec Emmanuel Macron il y a un mois au Congrès des maires, lorsqu'il a quand il se promène dans les allées, les gens ne l'insultent pas. Les gens sont contents, prennent des selfies, voilà. Donc il faut distinguer les réseaux sociaux, le ressenti, et puis les gens respectent
la personne et la fonction. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis il y a le contact quotidien qui n'est pas le même que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. On est toujours content de croiser le président. Allez-y, Philippe. Pour comparer Geneviève Jacques Chirac avec Emmanuel Macron, est-ce que on peut dire sans provocation que la popularité de Jacques Chirac à une certaine époque était directement proportionnelle à son inaction et à son impuissance, ou à ce côté pater familias qui ne faisait plus rien? Alors, est-ce qu'on ne reproche pas précisément à Emmanuel Macron de ne pas se résigner à la passivité? C'est un homme, on peut discuter tout ce qu'on veut de lui, mais il est complètement tendu à l'idée qu'il pourrait être jugé comme un président fainéant. Inactif. Et donc ça crée évidemment de l'hostilité. Je pense qu'il y a une vraie difficulté quand même à réformer dans ce pays, quelle que soit la réforme, et que les Français aiment bien les présidents qui ne bougent pas tellement. Après, je pense que la popularité de Jacques Chirac s'est quand même nourrie du refus de la guerre en Irak, très clairement, pour le deuxième mandat. 2003. C'est nourri aussi de la protection de Raffarin, qui était le fusil. Voilà, aussi de la proximité avec le monde rural. Il y a un certain nombre de faits quand même qui ont nourri cette popularité. C'est ça. Et une empathie. La traversée du désert avec Balladur. Ouais. Complètement. Voilà, c'est-à-dire qu'il a gagné la sympathie du peuple parce qu'il s'est accroché. Alors, tout le monde aurait pu rejeter l'éponge. On va demander à nos auditeurs 0826 300 300. Karine, vous vouliez réagir? Oui, donc j'étais d'accord avec un de vos chroniqueurs qui disait que dans la détestation, effectivement, ceux qui le détestent vraiment. Oui, François Pupponi. Voilà, c'est M. Pupponi qui disait ça. Donc oui, effectivement, puisque... Quel regard vous avez sur Emmanuel Macron, vous, Karine? En fait, moi, je trouve que c'est pas quelqu'un de foncièrement antipathique, au niveau de l'homme. Mais après, bon, c'est vrai qu'il a tenu des promesses. Donc, on en parlait lors du précédent débat de l'union des gauches et de l'union des partis, donc qui symbolisait un peu la rupture entre la gauche et la droite, donc c'était un peu droite. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il était censé normalement rétablir le pouvoir d'achat. On voit que maintenant, d'après l'INSEE et le convertisseur, donc 1 franc de 71 équivaut à 1 euro de 2021. Donc on voit que l'érosion monétaire due à l'inflation n'a fait que il n'a pas réussi à juguler cette inflation. Donc il y a eu aussi la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes où vraiment on a senti qu'il était très détesté, peut-être pas par une forte majorité, mais en tout cas ceux qui le détestaient vraiment. Et ensuite, ce qui a surplombé tout ça, c'est la crise sanitaire, l'utilisation du 49.3 et puis une intrusion dans la vie des Français. Et effectivement aussi le fait que les Français ne se sentent plus souverains à cause de l'hégémonie européenne et puis restez avec nous. On va faire réagir Frédéric Delle. Oui, je voulais réagir sur ce que vous dites et sur ce qu'a dit François tout à l'heure, où il dit Jacques Chirac, il a gagné une sympathie pendant la période, fait Balladur, ou les sketchs et guignols, les couteaux dans le dos, ça vous fait de la peine? Non, ça me gratte, et il tourne son dos et on voit tous les couteaux. Nicolas Sarkozy, il a gagné de la sympathie lorsqu'il a été plus bactère, il a été jeté plus bactère après la défaite de 95 de Balladur. François Mitterrand et ses défaites présidentielles. C'est vrai que dans les enquêtes qualitatives, j'avais été frappé, c'est-à-dire qu'on fait s'exprimer spontanément des Français sur Emmanuel Macron. J'ai été frappé il y a quelques années par un verbatim d'un Français qui en plus l'aimait bien, mais il disait « Je pense que les Français n'aime pas le fait qu'il n'ait pas vraiment souffert. Qu'il ait tout réussi du premier coup. Et si je puis dire... C'est un petit côté super pouvoir. Et alors que Nicolas Sarkozy, comme dire, on pouvait entre guillemets se moquer de lui quand on n'aimait pas. C'est plus difficile pour Emmanuel Macron. C'est ce qui explique aussi cette forme. Alors, je suis un peu de psychologie, mais ce qui est... En même temps, on a l'impression que tout glisse sur lui. Voilà, ce qui peut expliquer cette forme de détestation. Je pense que vous avez fondamentalement raison. Je pense qu'on aime les gens qui souffrent, qui prennent des coups, qui sont cabossés, qui... Saint-Augustin déjà l'avait théorisé. Excusez-moi, comme disait François Mitterrand, pour parler des jeunes politiques, il faut qu'ils fassent leurs humanités. C'est-à-dire, il faut qu'ils aient souffert avant d'avoir un mandat. Mais c'est vrai partout, en fait. Ça vient de la compassion, là, plutôt. Et puis... Pas que, mais
ça prouve que vous le voulez vraiment, ça prouve que vous voulez le décrocher, que vous allez le chercher avec les dents, comme disait Chirac. Qui nous ressemble. Et puis ce qu'il arrive à Macron, c'est que c'est le premier qui a été réélu et qui ne peut pas faire un troisième mandat. Après une cohabitation. Après une cohabitation. Donc c'est-à-dire que pour les Français, globalement, c'est fini. On est au coup d'après. Et pourtant, on peut pas dire, si je vais dans votre voix, Geneviève, on peut pas dire qu'il fait pas tout. Il essaye pas tout, quoi. On a l'impression que on disait tout à l'heure, c'est dû en même temps partout, sur tous les trucs. Il est un peu provocateur aussi parfois, pardon. Je le soutiens, je l'aide. Mais là aujourd'hui, on voit bien que les Français sont dans la difficulté. On sort du Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation. Est-ce que c'était le bon moment de faire la réforme des retraites? C'est jamais le bon moment. Mais là, une espèce de rigidité en disant, et ça, les gens n'aiment pas. Et l'effet très délétère de la majorité relative qui, d'une certaine manière, a rejailli sur la législative perdue. Et là, je pense qu'il gagnerait à dire, ok, j'entends, j'écoute le peuple, voilà. Parce qu'on voit bien, là, oui, mais si ça marche pas, il restera quoi d'Emmanuel Macron? Non, mais je dis pas que ça, mais c'est de dire, ok, on va peut-être prendre le temps, un an, de rediscuter, on va peut-être améliorer la réforme, voilà. Trouver le moyen. Mais d'écouter, parce que c'est ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. Bien sûr. Pour les Gilets jaunes, tout le monde lui disait, mais tu peux pas faire cette fameuse taxe carbone, et à la fin, ça coûte 22 milliards, oui, on retire tout. Donc ça, les gens, je pense, le reprochent, c'est de ne pas écouter. Côté, il est assez plastique, parce que après les Gilets jaunes, dans les enquêtes, c'est là où il descend au plus bas, autour de 25%, donc au-dessus du François Mitterrand dont vous parliez tout à l'heure, Geneviève. Il a l'idée du grand débat, seul contre tous, et il arrive à renouer un lien. Après, il a le Covid, qu'il aime beaucoup. Oui, voilà, bien sûr. Le Covid, il a géré le pays. Il a eu une parenthèse enchantée de ce point de vue-là, une sorte d'immunité. Parenthèse enchantée, le Covid. Frédéric, j'adore politiquement, mais c'est vrai que le Covid et puis la guerre en Ukraine aussi, la guerre en Ukraine ont facilité sa réélection. Il était le président protecteur, il a bénéficié à plein de l'effet drapeau, effectivement. Mais quand même une question, vous le disiez, que resterait-il aujourd'hui, après 6 ans de mandat, un mois après, d'Emmanuel Macron? En termes de réforme, de grandes réformes, vous voulez dire? Grandes réformes, voilà. Écoutez, il y a eu. C'est pas un président bâtisseur. Sa première année. Sa première année, oui, une volonté, une affirmation d'une volonté. Mais de toute façon, il va aller au bout. Il restera le plus jeune président. Il va aller au bout de cette réforme des retraites. Il va aller au bout. Elle va passer cette réforme. Juste un petit mot sur Brigitte Macron, parce on parlait de Carla à l'époque de Nicolas Sarkozy. On lui rendait hommage en disant, voilà, entre guillemets, première dame. Brigitte Macron, quelles sont les opinions justement? Alors, je vais peut-être vous surprendre dans les enquêtes qualitatives où on demande les éléments de satisfaction sur le président. Brigitte Macron n'apparaît quasiment jamais. De la même manière que Carla Bruni n'apparaissait pas. Les Français restent un peu éminemment politique. Ils n'élisent pas un ticket ou un couple. C'est Emmanuel Macron. Alors, bien sûr, au moment, et vous en faisiez référence tout à l'heure, Cécile, au moment des Gilets jaunes, il y a eu des choses un petit peu, non, c'est vous, Philippe, sur Marie-Antoinette, etc. Honnêtement, ça ne prend pas. Et on avait fait une enquête pour Paris Match. Elle avait un socle de popularité assez supérieur à celui de son mari. C'est étrange, Frédéric, parce que Brigitte Macron a un rôle extrêmement important et influent, bien davantage que Carla Sarkozy. Deux anecdotes. Non mais restez avec nous parce rapide. On va en reparler dans 2 secondes. Le temps de faire une petite pause et on a encore 3 minutes pour en parler. Restez avec nous, on revient dans un instant. Gardez vos anecdotes, François Pupponi, et on arrive à tout de suite. On est sur cette popularité d'Emmanuel Macron, 0826 300 300. Dans un instant, les anecdotes de François Pupponi. Romain est avec nous. Romain, vous vouliez commenter cette info? Oui, bonjour. Alors déjà, merci de m'accueillir sur votre plateau. Aujourd'hui, je voulais intervenir donc au sujet de la popularité vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Alors, je tiens à dire d'avance que pour autant de ce que je vais vous présenter, je n'ai pas voté pour lui à aucune des 2 élections. Et pourtant aujourd'hui, je viens étonnamment, mais je ressens le besoin de venir défendre en fait le président actuel, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que on est dans une démocratie et mine de rien, il a été élu. Et aujourd'hui, en fait, on remet régulièrement en cause, en fait, sa crédibilité, en fait. Exactement. Et ce que je ne comprends pas réellement, et alors bon. Sa légitimité, plutôt. Bien sûr, on fait le lien avec les retraites, hein, c'est clair et net. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que il y a maintenant un bon bout de temps, on a mis la retraite à 60 ans
mais on s'est pas rendu compte qu'on a endetté le pays. Alors il n'y a pas que ça, mais que ça a réellement endetté le pays et qu'aujourd'hui on recule les retraites pour récupérer de l'argent. Et les gens manifestent alors que, écoutez, je pense quand même qu'aujourd'hui, que ce soit lui ou une autre personne, mais qui est à l'Élysée, sont quand même des gens qui font des calculs, qui savent combien représente ce retrait de 4 ans de retraite, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même sur une manifestation qui s'annonce avec des personnes dans les rues, où je me demande, si vous voulez, la part de personnes qui connaissent réellement ce que représente la réforme des retraites en économie pour les citoyens français et le système français. Restez avec nous, Romain, François Pupponi. Oui, plusieurs choses. Moi, les anecdotes, parce qu'effectivement, là, le président Macron, il est en difficulté. On peut composer qu'il est en difficulté. Mais les anecdotes sur lesquelles je voudrais revenir, c'est des gilets jaunes. Rappelez-vous, il était en Argentine quand il y a eu l'attaque de l'Arc de Triomphe. Oui, absolument. Il est rentré le dimanche matin et moi j'étais allé le samedi soir à l'Arc de Triomphe pour le ravivage de la flamme parce que le symbole de la nation avait été attaqué. Donc en tant que parlementaire, j'étais allé raviver la flamme avec, tous les soirs à 18h30. Et ce qui m'avait choqué autour de l'Arc de Triomphe, c'était les insultes envers Macron sur tous les murs partout. Oui. Vraiment des insultes extrêmement violentes. Et je sais que lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé le lendemain, il a vu tout est saccagé, mais son nom est attaqué. La deuxième anecdote, moi je m'étais retrouvé par hasard sur l'autoroute A16. Le micro. L'autoroute A16 à Flic Secours, qui était un des points chauds des gilets jaunes à la sortie de l'autoroute en Picardie. Et le seul slogan qu'ils avaient inscrit, c'était « Trogneux salope ». La femme du président. Oui. Voilà. C'était ça aussi. Cette attaque extrêmement violente sur les personnes de Emmanuel Macron. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui les a fortement affectés. Pour ne pas parler du Puy-en-Velay. Oui, Puy-en-Velay, bien sûr. Mais vous voyez, ce que dit Romain, c'est étonnant, en disant, voilà, j'ai pas voté pour Emmanuel Macron, ni le premier, ni le deuxième, et pourtant, aujourd'hui, je peux comprendre. Juste une anecdote, pas une anecdote. Oui, on a voté pour Emmanuel Macron, c'est vrai. Mais on ne lui a pas donné de majorité quelques semaines après. Oui, bien sûr. Mais c'est un vote qui n'était plus un vote d'adhésion. La première fois, c'était un vote d'adhésion. Là, on est d'accord, Frédéric. Oui. C'était un vote d'adhésion pour certains. Son premier tour, il parlait d'adhésion. Oui, non, mais je parle du deuxième tour. Oui, son élection n'est pas une élection d'adhésion, c'est un vote d'élimination. Donc, à partir de là, la légitimité est totale. Évidemment, on est d'accord, Cécile, il n'y a aucun doute là-dessus, mais l'adhésion n'est pas là. Et du coup, les législatives, c'est une forme de correction, quelque part, de ce vote de la vengeance. Non, une correction. Une correction. C'est on t'élit contre Marine Le Pen, mais néanmoins on veut pas que tu aies complètement les mains libres, donc tu as une majorité relative. Qui ne croit pas qu'il avait tous les pouvoirs. Merci. En tout cas, merci beaucoup Geneviève Gotzinger, ancienne journaliste presse présidentielle et présidente d'Image avec 2G, agence de communication politique. Merci de vous être déplacé jusqu'à nous. Merci Romain qui est au 0826 300 300. Merci Philippe Bilger. Merci François Pupponi et merci beaucoup Frédéric Dabi de nous avoir éclairé forcément sur ces sondages. C'est pas vous qui les faites, c'est vous qui les réceptionnez, mais c'est pas vous qui les fabriquez. Merci beaucoup Philippe David de cette semaine magnifique à côté de vous. Magnifique semaine à vos côtés également et aux côtés des vraies voix. Absolument. Pour moi, ça continue jusqu'à 19h20 environ. Un hommage à Juste Fontaine, l'immense Justo Fontaine. Et Juste, c'est son prénom. Oui, mais c'est ça. Alors, vous savez que l'histoire il n'a pas de prénom. C'est venu de l'entraîneur adjoint de Reims quand Juste Fontaine est arrivé, qui a dit il y a un joueur, il s'appelle Fontaine et il n'a pas de prénom. Et c'est Juste Fontaine qui l'a appris, qui l'a raconté. Et comme le réalisateur de Dîner de Con et de ta fan, il a dit je vais mettre ça dans le film. Et je lui dis que je l'ai appris cette semaine. Et on se retrouve tous les deux lundi à partir de 10h. Salut. On vous raconterait comment il pouvait ne pas avoir de prénom.